Mon invité du jour est resté avec nous pour commenter ces actualités qui agitent le secteur de la tech. Il s'agit de Gilles Maintré, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob. Et puis à ses côtés, il a été rejoint par Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, commentateur régulier désormais dans Smartech. Nous aurons aussi en visio le plaisir d'écouter et de voir Lucie-Éléonore Rivron, qui est la cofondatrice de la toute nouvelle NFT Factory. On verra de quoi il s'agit. On va d'abord commencer par l'actualité la plus séduisante, je dirais. C'est celle de ce taxi volant Velocity de Vélocopter qui a décollé dans le Val d'Oise à Pontoise. J'imagine, Philippe Delmas, connaissant votre passé aérien, que vous avez suivi ça de près. C'est une activité dans laquelle Airbus avait investi très très tôt, dès le début des années 2000, avec, comme toujours dans ce genre de projet, deux logiques. L'une, c'est de voir vraiment ce qui est faisable. Et finalement, on peut faire énormément de choses. Le taxi urbain, techniquement, c'est un truc réalisable. Après, vous avez une question qui est toujours pas résolue, qui est la sécurité, la facilité opérationnelle de ce genre d'appareil. Souvenez-vous, il y a une quarantaine d'années, on était assez persuadés. Beaucoup de prototypes, beaucoup de vols, beaucoup d'essais. Mais la mise au point du produit pose pas de problème, franchement. Mais souvenez-vous, il y a 40 ans, on espérait que les hélicoptères serviraient à désengorger les grandes villes. Bon, on y a renoncé pour 1000 raisons. Là, vous avez un vrai sujet. Et vous réalisez en fait que probablement les premières applications de ce type d'appareil vont pas être vraiment du taxi en ville, mais alors ça, en revanche, il y a déjà des expériences en cours qui marchent assez bien dans des très grandes villes, dans des conurbations très étendues comme Los Angeles, mais ça va permettre de la desserte point à point sur d'assez longues distances. C'est-à-dire des trucs qui vous prendraient 2 heures en voiture, qui vous C'est prendront... tout à fait adapté au trajet aux États-Unis, par exemple. Absolument. Dans les villes très denses européennes, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la complexité des infrastructures. Alors là, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que c'est un taxi volant électrique, oui. Mais qu'il y a un pilote. On l'a vu sur les images, il y a un pilote à bord. On n'est pas du tout sur une version autonome. Donc c'est un petit peu plus proche de notre réalité quand même. Beaucoup plus. Mais c'est un dérivé d'une logique d'hélicoptère. En termes d'exploitation, c'est une logique d'hélicoptère. L'autonomie de ce genre de machine en ville, c'est un vrai sujet. Alors, qui est aujourd'hui en il parle de 30 km. 30 km d'autonomie. Oui, ce qui est peu. Ce qui est peu. Mais qui peut permettre de désengorger du trafic banlieue, mais du trafic intracité dense, très peu probable. En revanche, vous avez le vrai sujet pour moi aujourd'hui, si on parle de choses qui vont être applicables tout de suite, c'est la livraison par drone. Et là, vous avez eu l'an dernier la première autorisation donnée aux États-Unis par la FAA, donc l'autorité qui régule le transport aérien, pour permettre la livraison de drones dans les zones peu denses. Histoire que si le drone a un problème, il y a peu de chances de s'écraser sur une maison. Mais donc, je pense personnellement qu'on pourrait imaginer que dans une dizaine d'années, vous voyez ce genre de service, encore une fois, dans les zones urbaines de moyenne densité à long trajet. Bon, alors peut-être que Gilles Maintré le testera, ce premier taxi volant, parce qu'il est prévu qu'il soit expérimenté pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est fascinant parce qu'on a l'impression qu'on est au tout début de l'automobile. Vous voyez, on arrive dans c'est un tout autre terrain, l'air, sur lequel il y a les tout premiers engins qui commencent à voler. Vous voyez, évidemment, il y a de la régulation, mais il y en a très peu par rapport à tous les enjeux que ça représente. Il va probablement y avoir des incidents, alors pas des accidents, j'espère, qui causent des victimes, mais il y aura probablement des frottements, des choses qui ne fonctionneront pas, des espaces aériens qui vont être trop occupés, des signalisations qu'on va mettre en place. C'est tout ce terrain qui est à défricher. Et pardon, je reviens un instant sur le vote électronique, parce que je fais le parallèle. Très souvent, quand on nous interroge sur le vote électronique, on dit qu'on est au début de l'automobile. Et c'est ça qui m'y fait penser. Parce que dans plein de sujets, en fait, c'est le début. Il n'y a pas de régulation, on ne sait pas. On voit les premiers accidents. On le voit dans le vote électronique. Il y a les premiers hackages d'élections, il y a les premières élections qui plantent, il y a les premières contestations. On met en place... Et cet écosystème crée sa propre sécurité. Et il faut aller vers plus de sécurité, plus de c'est ça qui est merveilleux dans le monde des technologies et de l'innovation. Et alors, en plus, là, la bonne nouvelle, c'est quand même c'est une start-up allemande. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait déjà peut-être la première pépite en matière de taxi volant en Europe. Ah oui, mais l'Europe aujourd'hui dans ces technologies, pour moi, est clairement leader mondial, clairement.
On maîtrise l'ensemble des technologies. Alors, Volocopter, c'est quand même totalement indépendant des Airbus et tout ça. Hein. On parle vraiment d'une start-up valorisée à 1,7 milliard de dollars. Oui, sauf que vous regardez, comme toujours dans ces industries-là, ce qui fait la richesse et le potentiel de développement, c'est le substrat humain dont vous disposez. Et c'est parce qu'on a l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne que nous avons que des start-up de ce type peuvent exister et que même elles ont du crédit au point de se faire financer. Essayez de lancer ça dans des pays qui n'ont pas une telle tradition aéronautique, sauf si un support étatique, vous n'y arriverez pas. Bon. Alors, on enchaîne avec l'actualité qui concerne tous ceux qui sont devant leur télé et leurs écrans, Netflix, qui commence à montrer des signes de faiblesse. Donc, Netflix a perdu 200 000 abonnés. Je vais dire, c'est presque rien, mais enfin, c'est quand même la première fois que ça lui arrive en 10 ans dans le monde, au premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Et on n'est pas sûr que la situation s'améliore vraiment au printemps. Alors, il y a quand même des facteurs qui s'expliquent, notamment la pandémie qui a fait un boom, qui a eu pour conséquence de créer un boom exceptionnel du nombre d'abonnés. Donc on comprend qu'effectivement, après, c'est un peu difficile de rester sur cette même tendance. Il y a aussi la guerre Ukraine-Russie qui a eu un impact. Enfin, on sent quand même là que Netflix, la machine, commence un petit peu pas à s'enrayer, mais à fatiguer, à avancer moins vite. Ouais. Oui, c'est vrai. Écoutez, moi, je trouve cet événement fascinant à plusieurs regards. D'abord, quand même, si vous regardez sur le premier trimestre, Netflix a fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 1,6 milliard de profit net, donc ils font 20% de marge nette, c'est en gros Ferrari, et pourtant ils perdent de 60% sur 4 jours et 40% depuis le début de l'année. Donc il y a un mismatch et la raison, c'est ce que vous venez de dire, c'est que l'anticipation est mauvaise. Ouais. Et pourquoi l'anticipation est mauvaise ? Tout simplement parce que je pense que la perception des marchés, c'est que ça commençait à venir, le modèle économique de Netflix en termes de tarification est probablement obsolète. Aujourd'hui, ils sont chers, très chers. Pour un service qui, autrefois, se différenciait par l'étendue de son catalogue et de ses créations, ils ont été vraiment très, très en avance pendant longtemps là-dessus. Aujourd'hui, ils sont plus suffisamment différenciants pour être à ce point plus chers que, par exemple, Disney ou Amazon. Et ça, c'est une vraie raison de fond. Et puis, c'est vrai qu'ils sont plus tout seuls. Ils sont plus tout seuls. L'industrie est en train de se normaliser. Ce qui est marrant, en revanche, c'est que je n'ai vu personne faire le commentaire que, dans le même intervalle, depuis le mois de janvier, Facebook a perdu 42%. Oui. Personne n'en parle. Or, la réalité est exactement la même, c'est-à-dire que le modèle économique de Facebook, et M. Zuckerberg a mis du temps à le réaliser, est tout aussi obsolète. Les jeunes générations ont largement quitté Facebook pour Snapchat et pour TikTok. Et aujourd'hui, l'âge moyen est rapidement croissant dans le public de Facebook. Et alors, les différentes attaques, les abus de la boîte n'ont pas contribué à son image, mais son modèle économique, aujourd'hui, est en difficulté. Mais je dirais que ça peut rendre optimiste, même si ce n'est pas très agréable pour Netflix et Facebook, mais ça veut dire que même toutes ces grandes plateformes qu'on imaginait inébranlables, elles ont des failles finalement, et elles peuvent être attaquées encore de toutes parts par des concurrents. Leurs concurrents, ce sont des boîtes qui sont assez anciennes, c'est Disney, c'est Warner, c'est Apple, c'est Apple, c'est Amazon. Donc c'est des boîtes. Alors moi, je m'étais posé la question de savoir il y a déjà 2-3 ans s'il n'aurait pas été logique pour Apple, dont la richesse en contenu est quand même encore très limitée par rapport aux autres, de racheter Netflix. Et je pense que la question va se reposer. Le catalogue de Netflix. Et donc on va avoir, mais c'est exactement ce que vous dites, on va avoir un truc très traditionnel, c'est une histoire qui termine par un catalogue qui est vendu. C'est-à-dire la boîte se sera vendue pour son catalogue qui est magnifique, incontestablement. Ouais. Mais l'opérateur Netflix, lui, pourrait disparaître. Votre avis sur ce sujet ? Philippe Desmas a raison, on est toujours étonné, on se dit comment une société qui fait 1,7 milliard de profit net au premier trimestre, qui a eu une telle croissance de ses abonnés, peut décrocher à des niveaux aussi forts, moins 25%, puis c'est même moins 40% depuis le début de l'année. En fait, ces sociétés, parce qu'on va parler de Twitter dans un instant, c'est exactement le même phénomène, ne sont pas du tout valorisées sur le présent. Elles sont purement valorisées sur l'anticipation. Absolument. Aujourd'hui, elle est valorisée 40 fois l'EBITDA, 40 fois la marge. Ce qui leur a permis de grandir, de grossir. Voilà. Donc on achète toute la croissance future. Et donc du coup, le marché est extrêmement fébrile à la moindre petite variation par rapport aux projections. Et comme on l'a dit, c'est pas très grave qu'ils aient perdu 200 000, surtout qu'ils en ont perdu 700 000 en Russie pour des raisons parfaitement objectives. Ouais. Mais ils en avaient annoncé 2,5 millions. Ouais. Et comme vous dites, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est en plus un analyste qui a dit, mais regardez, ils ont annoncé la même chose pour le trimestre d'après, on pense plutôt qu'ils vont en perdre 2 millions. Pour des raisons, effectivement, d'offres trop chères, de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et on voit la fragilité
intrinsèque de ces sociétés, entièrement financées sur la projection future. Ça fonctionne bien pour des startups, pour des scale-up, enfin ça fonctionne bien, c'est très difficile pour certaines, mais on voit un modèle de financement. Qu'est-ce qu'on fait de ces plus gros mastodontes qui sont en fait des grosses startups? Je veux dire, Netflix, et comme Twitter dont on va parler, c'est encore des startups sur lesquelles on parie sur l'avenir, mais ça fait des années qu'on parie sur l'avenir. Il y a un moment où on n'est pas à l'abri d'un retournement de la question du modèle économique de ces plateformes. Alors visiblement, Netflix serait prêt à envisager une forme d'abonnement moins cher avec de la pub. Bon, ils veulent aussi resserrer la vis sur les partages des comptes, oui. Parce que c'est vrai que je connais beaucoup de monde autour de moi qui partage son abonnement Netflix, mais c'est du fait du coût aussi. Hein. Bien sûr. Une offre qui n'est pas adaptée. Mais alors, leur évaluation est quand même que pour 200 millions d'abonnés, ils ont 100 millions de clients gratuits, entre guillemets. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a un tiers de leur base de clientèle qui est gratuite. Donc ils auraient intérêt à baisser les prix pour essayer de capter tous ces nouveaux abonnés. Et puis d'autre part, à verrouiller leur système. Parce que vous apercevez dans un système ultra verrouillé comme celui d'Apple qu'au fond, les clients sont, en échange d'un service d'excellente qualité, les gens sont prêts à accepter un certain nombre de contraintes, incontestablement. Mais il y a une question de maturité. Moi, je partage absolument votre diagnostic. C'est vraiment une question de maturité. C'est une boîte immature, Netflix. Bon, alors streaming toujours, mais streaming musical maintenant. On va parler de Deezer qui projette un retour, enfin pas un retour d'ailleurs, parce que le premier essai a été avorté, abandonné, mais qui prévoit son entrée en bourse cet été. Alors pour cela, Deezer a décidé de se rapprocher d'une SPAC, une société donc, qui est là juste pour justement lever des capitaux pour financer une acquisition. Si on regarde les chiffres du marché, Deezer, c'est un tout petit pousset, puisqu'on a Spotify, le numéro 1, qui a 172 millions d'abonnés à fin octobre 2021. Et Deezer, ils sont 9,6 millions fin 2021. Ça fait quand même un gros écart. Qu'est-ce que ça laisse présager sur cette IPO, cette introduction en bourse ? Pour moi, le positionnement de Deezer, c'est un pari, mais c'est un pari jouable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que c'est un modèle qui reste un modèle start-up, qui est fondé sur une différenciation de qualité, sur une offre dont la flexibilité et l'enrichissement, je trouve, est très intelligemment pensé parce qu'ils sont en train de multiplier les partenariats en termes d'apport de services. Et ils ont joué depuis le premier jour un positionnement qualitatif. Alors, si vous écoutez de la musique... il y en a d'autres. Il y a Qobuz aussi, qui travaille sur le haut de gamme, la qualité du son. Qobuz est devenu quasiment un site d'érudit, quoi. D'abord, le moteur de recherche, comme vraiment franchement difficile à utiliser. La qualité musicale est extraordinaire. C'est de la qualité studio, mais franchement, c'est extraordinairement confidentiel. Le pari de Deezer, c'est d'être à peu près au milieu. Donc moi, je trouve ça plutôt intelligent. Alors en revanche, ce qui m'interroge, c'est d'avoir choisi une bourse européenne pour ce côté, dont l'appétit pour le risque et la tendance à valoriser l'avenir est quand même infiniment plus faible que les bourses anglo-saxonnes. Et là, je suis très, très étonné. Mais est-ce qu'il était possible de faire autrement ? À mon avis, avec un produit de ce type... Parce que là aussi, c'est un pari sur l'avenir. Ah ben complètement. C'est aussi le pari que le streaming musical est porteur de richesse. Mais aller sur des bourses qui ont une telle préférence pour les entreprises institutionnelles bien installées quand on a un modèle économique en effet fondé sur le pari sur l'avenir, c'est un choix qui m'interroge. Alors que je pense que le modèle économique est jouable. Mais ça ne cherchera jamais à devenir une énorme boîte. C'est pas le sujet. Mais il faut être hyper rentable en étant une boîte de taille moyenne. Et pour l'instant, personne ne gagne d'argent dans le streaming musical, à ce que je sache. Pour le moment, non. Pas Spotify, en tout cas. Pour le moment, non. Mais vous pouvez vous poser la question de la rentabilité réelle aujourd'hui d'une boîte comme Amazon. C'est pas. Pendant un moment, vous pouvez, et ceci a été toujours vrai d'entreprises traditionnelles, on l'a oublié dans les années 80-90, vous pouvez, si vous croyez à l'avenir d'un marché, vous pouvez préférer, en tant que financier, investir sur l'acquisition de parts de marché, parce que vous croyez que ce marché va durer, plutôt que sur la rentabilité. Vous faites le calcul inverse, si vous dites, oula, c'est un feu de paille, ça ne va pas durer, donc il faut faire de la thune et on se barre. Si vous croyez effectivement que le streaming musical va devenir le mode principal d'écoute de la musique, ce qui n'est pas exclu quand même quand vous regardez la façon dont les jeunes générations écoutent de la musique, vous dites qu'il y a un marché là-dessus, effectivement. Et que le choix de la qualité, qui est celui de Deezer, est un choix qui se défend. On enchaîne avec l'actualité autour de Twitter et d'Elon Musk. Elon Musk, donc, qui a pris des parts
dans l'entreprise, est devenu le premier actionnaire. Puis alors, il y a eu une réaction assez immédiate pour redescendre sa participation. Là, Elon Musk fait une proposition de rachat à Twitter à hauteur de 43 milliards de dollars. Les équipes se défendent, je dirais. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Twitter? C'est quand même pas très serein, là, comme climat. Elon Musk, pour vous, c'est un modèle dans la tech? D'abord, je réponds sur Twitter un instant, parce que c'est quand même une société qui, depuis le début, a une gouvernance totalement hors du commun. Et ce n'est que la dernière étape d'un feuilleton qui n'a aucun équivalent dans la tech. Vous vous souvenez que Jack Dorsey, donc, qui est un des cofondateurs, qui était CEO, qui est parti pendant 6 ans, qui est revenu, mais tout en dirigeant 2 sociétés, parce qu'il est aussi fondateur de Square, que vous avez un activiste, Elliott, qui était rentré en disant « Mais écoutez, c'est pas sérieux, nous on est actionnaire de Twitter, pas de Square, on veut un CEO à 100% du temps. On a dû mettre un comité de gouvernance pour surveiller Jack Dorsey, qui par ailleurs est très fantasque comme personnage, comme vous savez, sur ses choix de vie, ses choix spirituels, etc., qui décide en novembre dernier, alors pour le coup, là, il n'avait aucune pression d'aucun actionnaire, de se retirer en disant « Voilà, maintenant je veux passer la main ». Je vais aussi quitter le conseil d'administration, qui est tout à son honneur, parce que souvent les fondateurs s'accrochent au conseil d'administration pour contrôler un peu derrière. Et on sait que Jack Dorsey, qui est plutôt proche d'Elon Musk, puisqu'il en a, quand Elon Musk est commencé à rentrer au capital, il a tweeté à nombreuses reprises qu'il partageait toute la même vision. Et d'ailleurs, vous savez que Jack Dorsey a démissionné dimanche avec des mots un peu sibyllins en disant c'est pas un bon conseil d'administration qui fait une bonne entreprise, mais un mauvais conseil d'administration, ça tue toujours une entreprise. Donc vous voyez, c'était quand même... Et Elon Musk a refusé d'entrer au conseil d'administration. Voilà, alors on a cette espèce de question de gouvernance qui cache un autre problème fondamental qui nous renvoie à la discussion qu'on avait sur Netflix, même si ça n'a rien à voir, qui est quel est le business model de Twitter. Alors eux, bien sûr, ils gagnent de l'argent, c'est pas le problème, mais une fois de plus, Twitter est lui aussi valorisé à 40 fois sa marge, c'est-à-dire qu'on se dit... On a dans les mains probablement un produit miracle. Demain, ça pourra être le média numéro 1. C'est quand même l'aubaine de se dire Elon Musk, aujourd'hui, peut racheter la boîte. C'est une super nouvelle. Pourquoi tous ces freins? Non, ça vous semble pas étonnant? Si Elon Musk était un personnage un peu plus prévisible et politiquement plus tempéré, je pense que ça poserait de problème à personne. Je pense que le débat qu'il y a derrière, c'est quand même la personnalité d'Elon Musk, les choix politiques, et le fait que ceci puisse être un outil qui reçoive un biais politique. Regardez tous les débats qui entourent. Alors c'est vrai que pour Twitter, c'est aussi... La rentrée de certains grands acteurs en Europe dans les médias, vous avez le même sujet. Aujourd'hui, c'est à mon avis d'abord ça. C'est effectivement un choix politique. On ne va pas avoir le temps vraiment de dire davantage. En un mot, Elon Musk est un libertarien tout à fait. et qui dit qu'il veut aucun frein et aucune modération en ligne des contenus de Twitter. Qu'aujourd'hui, que la liberté d'expression n'est pas suffisante sur les réseaux sociaux. Il y a un débat fondamental qui dépasse le débat financier. Et donc, est un débat qui doit nous intéresser parce que de l'avenir de Twitter, quand même, dépendra beaucoup des réseaux d'influence aujourd'hui Vous avez raison, parce que là-dessus, c'est aujourd'hui... Qui impacte nos choix de société. Et c'est un des outils, du point de vue les plus efficaces qui soit, quand même, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important, cette affaire. Alors, je voulais quand même qu'on termine le débrief. On va donner la parole à Lucie-Éléonore Rivron, qui attend derrière son Skype la cofondatrice de la NFT Factory. C'est l'initiative d'une 50aine d'acteurs du secteur des NFT. Alors, il y a évidemment... les stars du NFT qu'on connaît, Ledger, Sora, mais il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels comme Alliance ou encore Galeries Lafayette. Bonjour Lucie-Éléonore. C'est un lieu déjà, pour préciser, c'est un lieu qui va ouvrir en septembre à Paris, mais en fait on peut commencer déjà à adhérer au club dès le mois de mai. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver dans la NFT Factory et qui va-t-on y trouver ? Des coûts de production qui est constant, donc oui, ça coûte cher, mais quand même de moins en moins. Il y a un problème de son là. Même chose, j'entends beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'on entend, mais on ne vous entend pas vous. Allez-y. Oui, alors vous, vos dispositifs, c'est l'occasion de découvrir des métiers. C'est nous qu'on entend, on nous entend nous.
Écoutez, je suis désolée, donc on ne va pas pouvoir faire ce Skype ensemble. On reparlera alors, je m'engage à vous recevoir, Lucie et Léonore, pour parler de cette NFT Factory. De toute façon, on a un peu de temps. J'ai parlé du mois de mai et de la rentrée en septembre. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Gilles Maintré, cofondateur, président d'Electris, pour vos commentaires sur l'actualité dans la tech et dans l'émission. On se retrouve juste après la pause. Après la pause, on va parler de ces entreprises du no-code, low-code.